L'ouverture de la conférence internationale intitulée Les archipels des Paracels et Spratleys, la véritable histoire. D'importantes analyses et témoignages historiques sur la question y sont présentés. Les individus et organisations étrangères au Vietnam pourraient être autorisés à acquérir des logements selon le projet de la loi amendée sur le commerce immobilier. Le marché monétaire vietnamien demeure stable 2 jours après la décision de la Banque d'État du Vietnam de relever le taux de change interbancaire entre le dong vietnamien et le dollar américain. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre édition du journal en français. Nous commençons cette édition par les récentes informations sur la situation en mer orientale. Aujourd'hui, la Chine a maintenu la présence de 116 navires et bateaux de toutes catégories pour escorter la plateforme Hayang Shiyu 981, implantée illégalement dans la zone économique exclusive du Vietnam, près de l'archipel de Hoang Sa Paracel. Selon les forces de maintien de l'ordre vietnamien présentes dans cette zone maritime, l'emplacement de la plateforme est demeuré inchangé. Les navires chinois ont continué d'intercepter les navires officiels du Vietnam, les empêchant de s'approcher de la plateforme chinoise. 4 avions chinois, dont 3 militaires, ont survolé au-dessus des bateaux vietnamiens. Une conférence internationale intitulée Les archipels des Paracels et des Spratleys, la véritable histoire, s'est ouverte aujourd'hui à la ville de Da Nang au centre. De nombreux chercheurs locaux et étrangers ont pris part à la conférence. Ils y ont présenté leurs analyses et des témoignages historiques sur la question. Plus de détails avec Venag. Plusieurs sujets concernant les questions géopolitiques, le rôle de la Chine dans le conflit de l'archipel de Hoang Sa Spratley, les plans de la Chine d'occuper progressivement ces îles et l'analyse de la ligne de démarcation de 9 tronçons dans la mer de l'Est avancée par la Chine ont été portés à la table. Plus particulièrement encore, le docteur Renato de Castro de l'Université de La Salle a fait une présentation sur l'expansion de la Chine dans la mer de l'Est et les méthodes que Pékin utilisait pour le faire. Sa présentation a reçu le consensus de nombreux chercheurs. Depuis les temps anciens, la Chine a toujours eu de grandes ambitions, devenir une puissance économique et politique du monde. La Chine a envoyé le conseiller d'État Yang Jiechi au Vietnam pour les négociations sur le renforcement de l'amitié entre les deux pays d'une part, mais de l'autre part, elle ne déplace pas sa plateforme pétrolière installée illégalement dans la zone économique exclusive du Vietnam. Nous y voyons une contradiction dans les actions de la Chine. Avec la participation de plus de 100 délégués en provenance du Vietnam ainsi que d'autres pays, dont les États-Unis, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud, cette conférence a abordé la question de la mer de l'Est d'une manière subjective et générale. Lors de la conférence, le docteur australien Carl Thayer, un expert sur la question de la mer de l'Est, a aussi proposé de profiter des lois internationales afin de présenter cette affaire au Conseil de sécurité des Nations Unies. La communauté vietnamienne à Leipzig, en Allemagne, a remis hier 310 millions de dong et 1000 euros aux représentants de la police maritime du Vietnam. Ce montant avait été collecté lors de la manifestation des Vietnamiens résidant à Leipzig le 18 mai dernier. Il est destiné à aider les familles de policiers en mission dans la zone maritime près de l'archipel de Hoang Sa. Lors de la cérémonie de remise de dons, le représentant de la communauté vietnamienne à Leipzig a réaffirmé que la diaspora vietnamienne à l'étranger s'orientait toujours vers le pays natal et qu'elle était toujours solidaire pour défendre la souveraineté maritime et insulaire du Vietnam. Ces derniers temps, de nombreux bateaux de pêche vietnamiens ont été gravement endommagés ou même coulés par les navires chinois. Malgré ces agissements, les pêcheurs du centre sont toujours déterminés à maintenir leur zone de pêche traditionnelle. Comme preuve, les pêcheurs de la province de Quang Ngai investissent de plus en plus dans la construction de navires de grande capacité. Nous le verrons bien dans le reportage suivant. Malgré la canicule de l'été, le travail bat son plein dans la coopérative de construction navale de Ko Lui de la ville de Quang Ngai.
Ces derniers mois, ce chantier naval est toujours rempli de nouveaux navires de grande capacité. Si auparavant, les bateaux de pêche de Quảng Ngãi ont d'habitude une capacité maximale de 450 chevaux, maintenant, les pêcheurs investissent dans des navires d'une capacité double grâce aux prêts à taux préférentiels accordés par le gouvernement. Les pêcheurs de Quảng Ngãi ainsi que d'autres provinces du pays n'ont pas peur des actions agressives de la Chine. Nous travaillons toujours normalement et nous faisons de notre mieux pour protéger notre propriété et la souveraineté de la nation. Moi, je viens de commander la construction de 2 nouveaux navires. À présent, nos pêcheurs investissent massivement dans de grands navires. Ils sont aussi très familiers avec les zones de pêche près de l'archipel des Paracels et leur protection y est très efficace. Ils jouent maintenant un rôle assez important dans la protection de notre mer et les îles. Dans un autre chantier naval de Quảng Ngãi, des dizaines de navires sont en cours d'être réparés. Ils sont juste rentrés de la zone de pêche près des îles de Paracels et de Spratly. En plus de l'accord des prêts préférentiels aux pêcheurs pour la construction de nouveaux navires, les autorités de Quảng Ngãi font de leur mieux pour soutenir les pêcheurs dont les bateaux ont été endommagés par les Chinois. Mon navire pêche dans notre zone de pêche traditionnelle près des îles Paracels quand un navire de guerre chinois nous a enfoncé et cassé notre coque. Je répare mon bateau afin que nous puissions sortir en mer dans cette zone. Nous avons rendu visite aux pêcheurs dont les bateaux ont été endommagés par les navires chinois dans les zones de pêche près des îles des Paracels et des Spratly. Nous leur accordons également des assistances financières pour les aider à réparer les navires. Les navires de grande capacité apparaissent de plus en plus dans la flotte de pêche du Vietnam et les experts estiment que c'est la bonne direction pour l'industrie de la pêche du pays. Les 2 bornes de souveraineté implantées depuis 1956 sur l'archipel de Cheong Sa Spratleys viennent d'être reconnues comme vestiges historiques au niveau national. Ces 2 bornes ont été construites par le régime du Sud, l'une sur l'île de Nam Nhiet et l'autre sur l'île de Song Tu Tay. Il s'agit des preuves historiques tangibles affirmant la souveraineté vietnamienne sur l'archipel de Hoàng Sa. Près de 60 ans ont passé, malgré les vicissitudes du temps et des conflits, ces ouvrages en pierre demeurent quasi intacts. Le service de la culture, du sport et du tourisme de la province de Khai Ngoa planifie de restaurer très prochainement ces vestiges de souveraineté. La 7e session de la 13e législature de l'Assemblée nationale se poursuit. Et hier, les députés ont discuté du projet des amendements à la loi sur le commerce immobilier. Ils se sont penchés notamment sur une question qui intéressait beaucoup d'étrangers au Vietnam. C'est l'élargissement des marges de transactions immobilières aux individus et organisations étrangères. Tout de suite, quelques propos avancés par les députés sur ce problème. Convenu que l'autorisation aux Vietnamiens résidant à l'étranger et aux individus et organisations étrangers au Vietnam à participer aux transactions immobilières répondrait bien à la tendance d'intégration économique du pays. Certains députés ont pourtant dit qu'il fallait des règlements spécifiques vis-à-vis de ces individus et organisations pour protéger la sécurité nationale. Il est nécessaire d'étudier afin d'élaborer des articles en conformité avec la loi foncière datant de 2013 qui stipule que les étrangers ne sont pas autorisés à transférer des terrains. Nous devons nous pencher sur la supervision de l'investissement étranger et le maintien de la sécurité politique. Cela pour éviter la formation des zones spéciales et pour ne pas permettre des transactions immobilières dans la zone à proximité des frontières et sur les îles. D'autres députés ont estimé que pour attirer davantage les étrangers au marché immobilier vietnamien, la loi modifiée devrait mettre en évidence ce à quoi les individus et organisations sont autorisés dans ce domaine. Le point C de l'article 3 devrait être modifié de sorte que les investisseurs étrangers peuvent acheter et poursuivre les projets immobiliers déjà entamés par les entreprises nationales à condition qu'ils respectent les plans et les dessins originaux.
Les députés de l'Assemblée nationale se sont entendus, entre autres, que les concepteurs du projet d'amendement à la loi sur le commerce immobilier doivent écouter les opinions publiques pour ajouter des articles permettant de dénouer la stagnation actuelle du marché immobilier. La Chambre de commerce nationale de la Hongrie au Vietnam a été inaugurée hier à Hanoï. Comme les échanges commerciaux vietnamo-hongrois ne correspondent pas encore au potentiel, les deux côtés espèrent que la mise en place de cette chambre promeuve davantage les transactions commerciales entre les deux pays et renforce la coopération économique bilatérale dans les temps à venir. La Chambre de commerce de la Hongrie au Vietnam est la 11e à être mise en place dans le monde. Son PDG, M. Georgi Gerkes, a fait savoir que la création de cet organe représente un effort du gouvernement hongrois pour améliorer les relations commerciales avec le Vietnam. Selon lui, la Hongrie considère le Vietnam comme un marché potentiel en Asie du Sud-Est qui possède à la fois des avantages internes et un emplacement stratégique dans le commerce de la région. Les entreprises hongroises y voient des opportunités pour pénétrer le marché régional. Nos entreprises sont intéressées par les opportunités d'investissement au Vietnam car c'est un pays avec un environnement politique stable, de bonnes infrastructures et des politiques ouvertes pour les investisseurs étrangers. En outre, le Vietnam est à la recherche d'investissements dans les produits alimentaires, l'agriculture, la pharmacie et les matériaux de construction qui sont le point fort de nombreuses entreprises hongroises. L'offre et la demande nous réunissent donc. Au cours des dernières années, les besoins de coopération économique entre les deux pays ont tendance à augmenter. Par conséquent, la Chambre de commerce nationale de la Hongrie au Vietnam est censée combler davantage les transactions commerciales entre les deux pays. Nous sommes présents au Vietnam depuis 60 ans. Nous trouvons que la mise en place de la Chambre de commerce nationale de la Hongrie au Vietnam revêt une signification particulière car cette chambre fournira des informations aux entreprises des deux pays. La Hongrie est également un pays d'accueil attractif pour les entreprises vietnamiennes lors de la recherche des opportunités d'investissement à l'étranger. Actuellement, la valeur des échanges commerciaux bilatéraux augmente de 10% chaque année. La Hongrie se classe maintenant 53e sur 101 pays investisseurs au Vietnam. Nous vous l'avons annoncé mercredi, le 18 juin. La Banque d'État du Vietnam BOV a relevé d'un pourcentage le taux de change interbancaire entre le dong vietnamien et le dollar américain. Le dollar américain coûte désormais au maximum 21 246 dong contre 21 036 dong auparavant. Cet ajustement à la hausse du taux de change interbancaire est qualifié d'assez surprenant. 2 jours après l'entrée en vigueur de cette décision, le marché monétaire du Vietnam demeure stable. État des lieux. N'a connu aucune fluctuation depuis l'ajustement du taux de change interbancaire par la BOV. Les transactions de devises se déroulent de façon stable dans les banques commerciales. De nombreuses banques ont affiché le nouveau taux de change, légèrement en hausse par rapport à celui d'il y a 2 jours. Le taux de change est maintenu entre 21 300 et 21 320 dong. Cette fois, le taux de change n'augmente que très légèrement par rapport au précédent ajustement. Cette rectification du taux de change ne nous surprend pas du tout. Elle est planifiée depuis le début de cette année par la Banque d'État et n'affecte pas notre commerce de devises. Au cours des 5 premiers mois de l'année, le pays a connu un excédent commercial de 1,6 milliard de dollars. La balance de devises s'est sondée à plus de 10 milliards de dollars. Pas question alors de se soucier du manque de devises. De nombreux spécialistes estiment que cet ajustement du taux de change est nécessaire et qu'il s'inscrit dans les démarches prévues par la BOV afin de stabiliser le marché des devises. La rectification d'imposants convient à la politique d'encouragement à la consommation des produits domestiques. Elle profitera particulièrement aux exportations des produits agricoles. Dans le contexte actuel où la réserve en devises étrangères a atteint son niveau record, cette rectification n'influencera pas trop le marché. Les habitants n'auront plus besoin de garder des devises.
Le fait que les banques commerciales affichent des taux de change inférieurs au niveau plafond montre que le marché des devises n'a pas été rondement perturbé. À l'instar de nombreuses banques étrangères au Vietnam, la banque HSBC se montre confiante en la stabilité du marché des devises du Vietnam d'ici à la fin de l'année et même durant l'année prochaine. Selon HSBC, le dong vietnamien ne sera pas dévalué et la réserve en devises du Vietnam continuera de s'améliorer. La 4e édition de la foire exposition du commerce, des services et du tourisme Vietnam-Myanmar aura lieu du 26 au 30 juin à Rangoon. Une réunion de préparation à cette foire exposition a été organisée hier à Ho Chi Minh Ville en présence des représentants de 80 sociétés vietnamiennes qui y participeront. Elles présenteront entre autres des produits phares de l'agroalimentaire, ustensiles de ménage, électroménager, habillement, cosmétiques, chaussures et sandales, bois et objets de décoration intérieure. Le point d'orgue sera la maison commune qui exposera de belles images de la solidarité et l'amitié entre le Vietnam et le Myanmar, ainsi que des réalisations socio-économiques, culturelles et politiques du Vietnam comme de l'Amérique du Sud. Voici à présent les taux de change et les indices de la bourse au Vietnam. Le journal Nhân Dân, Le Peuple, organe du Parti communiste du Vietnam, a désormais un site web en français. Cette version en français est composée de 12 rubriques: politique, économie, société, culture, tourisme, actualité internationale, environnement, sport, communauté et francophone, ainsi que des documents vidéo et photos. Il s'agit d'un canal supplémentaire pour les francophones au Vietnam et dans le monde entier, leur fournissant des informations rapides, officielles et complètes sur la situation au Vietnam et dans la région. Les universités de pointe nationale sont celles qui ont obtenu l'autonomie par le gouvernement pour la certification de doctorat, l'envoi et la réception des étudiants et des enseignants en échange, ainsi que l'ajout de nouvelles disciplines au programme éducatif. Ces meilleures universités fourniront une main-d'œuvre hautement qualifiée au Vietnam. Outre le budget, le pays est en recherche de nouvelles sources d'investissement pour ces établissements. Nous en saurons plus. L'université Nguyễn Tất Thành, une université privée de Ho Chi Minh Ville, vient de dépenser 1100 milliards de dong pour la construction d'un centre de développement de haute technologie équipé de laboratoires aux normes de l'ASEAN. Outre ces installations modernes, l'université va également développer ses ressources humaines. Elle va employer plus d'enseignants de niveau doctorat, ayant des recherches publiées dans des revues bien connues. L'université a donc demandé à être classée parmi les universités nationales de pointe. Nous avons beaucoup investi dans les infrastructures afin que nos chercheurs puissent avoir les meilleures conditions de recherche. Les résultats de leurs travaux puissent répondre aux normes internationales. Actuellement, 19 universités à travers le pays ont proposé d'être classées sur la liste des universités nationales de pointe. La plupart d'entre elles sont des universités publiques avec des exigences élevées pour les installations de recherche et des milliards de dons doivent être investis pour atteindre leurs normes requises. Dans une situation où le budget de l'État ne peut plus couvrir ce coût, le gouvernement envisage la mobilisation des investissements du secteur privé.
Le ministère salue toujours la volonté des écoles privées et des universités afin d'améliorer leurs capacités. C'est un bon moyen pour augmenter le nombre d'universités nationales de pointe, un domaine où l'investissement public ne peut pas couvrir tous les coûts. Il s'agit d'une étape audacieuse pour le secteur privé. Il ose prendre les risques et les responsabilités. Le modèle de l'université Nguyễn Tất Thành peut être multiplié. Le montant actuel des investissements dans les universités vietnamiennes reste parmi les plus faibles dans la région. Les ressources du secteur privé sont donc nécessaires pour améliorer l'éducation nationale. En ce mois de juin, Hanoï et Ho Chi Minh Ville accueillent le 6e festival du film documentaire Europe-Vietnam. Lors de ce festival, ce sont 9 films documentaires vietnamiens qui vont ouvrir les séances de projection, suivis de 7 films européens. Nous vous invitons maintenant à rencontrer un des participants à ce festival, le réalisateur et scénariste vietnamien Dao Thanh Tùng. Il est connu pour ses nombreux films sur le thème de la mer et des îles. Le scénariste Dao Thanh Tùng est connu pour de nombreux documentaires de haute qualité tels que Au plateau de pierre, Vivre dans la zone du réservoir, et surtout par des œuvres sur le thème des mers et des îles comme En face est la mer des Vietnamiens ou encore André Maurras, un Vietnamien. Les films documentaires de Dao Thanh Tùng portent en général sur la vie difficile des travailleurs, des pêcheurs et reflètent leur souhait d'une meilleure vie ainsi que leur amour pour la patrie, y compris les mers et les îles du pays. Il a participé aux 6 éditions du Festival du film documentaire Europe-Vietnam. Ses œuvres sont hautement appréciées par les publics vietnamiens, mais aussi internationaux. Xin chào nhà biên kịch đạo diễn Đào Thanh Tùng, là một người có thể nói là đã gắn bó với Liên hoan phim tài liệu quốc tế ngay từ những ngày đầu tiên. Trong sự kiện năm nay thì ông sẽ đem đến cho khán giả những cái tác phẩm nào của mình ạ? Tôi gửi tới Liên hoan phim một cái bộ phim về triết gia Trần Đức Thảo, và với một cái mong muốn rằng là người Việt Nam sẽ hiểu rõ hơn về một nhà triết học mà rất ít biết ở Việt Nam nhưng lại rất nổi tiếng ở nước ngoài. Thực ra đấy là bộ phim mà làm về một người đã mất cách đây khoảng 20 năm rồi, và có một thân phận và một cái cuộc sống trải qua gần như là những cái đau khổ, những cái mất mát của một cái thời mà chúng ta gọi là chiến tranh, rồi bao cấp, rồi những cuộc đấu tranh về tư tưởng, về mang tính nhân văn của xã hội, rồi thì phải trả giá cho nó rất nhiều để có thể đạt được tới một cái mục đích và một triết học mà mang tính rất là nhân văn. Mà cái tính nhân văn thì tất nhiên cả thế giới đều cần, nhưng không chỉ ở nước Việt Nam mình cần. Tôi có băn khoăn một điều là tại sao với một nhà biên kịch, một đạo diễn mà đã gắn bó với rất là nhiều những cái tác phẩm phim tài liệu về biển đảo lại không tận dụng cơ hội này để đem những cái tác phẩm của mình về một cái chủ đề có thể nói là rất là tâm huyết của nhiều nhà làm phim đến với các bạn bè quốc tế ạ? Đúng ra thì lần thứ 4 với lần thứ 5 thì tôi cũng đã gửi những bộ phim làm về biển đảo để mà chiếu ở trong cái liên hoan phim quốc tế này rồi. Ví dụ như phim André Maurras, người Việt thì chúng tôi đã chiếu ở liên hoan phim năm thứ 4. Năm thứ 5 thì chúng tôi đã chiếu cái bộ phim Biển người Việt. Thì đấy, 2 cái bộ phim đều liên quan đến biển và cũng có liên quan tới chủ quyền của Việt Nam. Mặc dù cái thời điểm đó thì cái vấn đề về biển cũng chưa nóng bỏng như những ngày tháng 5, tháng 6 năm 2014. 2 cái bộ phim mà ông vừa nhắc đến thì công chúng một lần nữa lại có cơ hội được thưởng thức ở trong cái tuần phim về biển đảo vừa mới diễn ra tại hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương. Tôi muốn hỏi một điều là với một cái người mà đã từng có những cái chuyến đi Trường Sa, Hoàng Sa thực tế để thực hiện những cái bộ phim tài liệu của mình thì cái điều gì khiến ông ấn tượng nhất về những chuyến đi này ạ? Có thể chúng ta ở đất liền thì cuộc sống của chúng ta nó lạnh lùng hơn, nó tính toán hơn. Nhưng mà nếu mà đúng ra như người đi ra về biển chẳng hạn thì cuộc sống của những con người ở trên biển họ hào sảng, họ sống vì nhau hơn rất là nhiều, họ con người rất là nhiều. Cho nên là nếu khi mà
con người càng bị đẩy ra những khoảng khắc ác liệt, khắc nghiệt hoặc là gian khổ thì cái con người, mối quan hệ với con người nó trở nên quý giá và vô giá. Thậm chí là nhiều khi chúng ta không thể tưởng tượng nổi tại sao con người sống trên biển lại tốt với nhau như thế. Với riêng nhà làm phim tài liệu Đào Thanh Tùng và nói chung là hãng phim tài liệu Khoa học Trung ương thì các ông đang chuẩn bị những cái dự án như thế nào về cái đề tài mang cái tính thời sự và cũng rất là tình cảm này ạ? Hiện nay thì hãng chúng tôi đang chuẩn bị một số nội dung riêng về những cái phim về biển đảo. Thì ngoài những bộ phim đã làm rồi thì chúng tôi đang chuẩn bị cái bộ phim Biển Xanh Bầu Lá, rồi thì đang chuẩn bị kịch bản để chờ duyệt, ví dụ như bộ phim Lên Đường Dưới Biển Khơi, hoặc là Biển Đông, sức lao động sáng tạo của người Việt, hoặc là một số những dự án khác mà chúng tôi đang huy động lực lượng để mà có thể tiếp tục viết, tiếp tục làm, và luôn để nhắc một điều rằng chúng ta không quên những cái gì mà của chúng ta đã làm nên qua suốt bao nhiêu thế hệ, qua suốt bao nhiêu đời người. Trở lại một chút với Liên hoan phim tài liệu quốc tế, đánh giá như thế nào về ý nghĩa của nó đối với những cái nhà làm phim, đặc biệt là những nhà làm phim trẻ của Việt Nam ạ? Ngoài cái việc mà có thể đưa phim tài liệu đến gần hơn với người xem và có thể mong muốn, hy vọng rằng là người xem sẽ có một cái thói quen xem phim tài liệu, thì cũng là một cái động lực để cho những người làm phim tài liệu với nhau, người ta có thể học hỏi lẫn nhau, rồi để học, đặc biệt là học những phong cách tiếp cận hiện thực. Còn người nước ngoài họ làm phim chẳng hạn thì họ làm phim tiếp cận hiện thực nó có nhiều hướng khác nhau, nhiều phong cách khác nhau, và đặc biệt là họ tôn trọng tính sáng tạo trong tư duy của người làm nghề. Xin cảm ơn nhà biên kịch, đạo diễn Đào Thanh Tùng về cuộc trò chuyện ngày hôm nay ạ. Et voici pour terminer notre journal en français les prévisions météorologiques dans les principales villes du Vietnam pour demain. C'est ainsi la fin de notre édition de Journal en français. Retrouvez-nous sur notre site web vtv4.vn. Bonne fin de soirée à tous et à demain.